bout de cette route, au milieu des marais, l'île de Jean-Charles. Sur cette île de Louisiane vit une tribu d'Indiens. Ils parlent tantôt français, tantôt anglais. C'est le pays des Cajuns. Mon nom est Christophe Brunet et moi j'ai tenté de rester sur l'île de Jean-Charles toute ma vie. Et mon nom d'Indien c'est Ibu Estropié. Estropié. I like that. I am Albert Je Naquin. suis Albert Naquin. And my Indian Mon nom name is indien, White c'est Buffalo. Buffalo Blanc. The Je suis le chief chef of de the la Albert communauté Jean Band of Biloxi Biloxi Chichimacha Choctaw. Choctaw. Je m'appelle Howard Brunet. Je suis triste car je vais bientôt devoir quitter cette île. My name is Julia Brunet. Je m'appelle Juliette Brunet. And living Vivre here ici, c'est is comme vivre basically sur un like bateau living on qui a coule. sinking ship. À cause du réchauffement climatique et de la montée des eaux, l'île de Jean-Charles est en train de sombrer. L'île a perdu les 9/10 de sa surface. Les 75 derniers habitants vont devoir partir. La tribu de l'île de Jean-Charles est éclatée, dispersée. La plupart des habitants a déjà quitté les lieux devant l'inexorable montée des eaux. Aujourd'hui, c'est jour de réunion tribale. Une fois par an, les familles éparpillées se retrouvent pour entretenir les liens ancestraux qui les unissent. Ils s'appellent Dardar, Brunet, Billot, Naquin, des noms français. Albert Naquin, le chef de la tribu, rend hommage à ses ancêtres. Des Français présents en Louisiane depuis le XVIIe siècle et des Acadiens venus du Canada au début du XIXe. Ils se sont mariés avec des Amérindiennes. C'est ainsi qu'est née la tribu. Mais se réunir une fois par an ne leur suffit pas. Maintenant, on appelle ça une réunion. Parce que tout le monde, toute la famille est partie. Ce n'est pas bien. Ils n'ont qu'un seul souhait aujourd'hui, vivre ensemble. Sur le nouveau territoire de la tribu des Bisons, qui sera plus au nord, à l'intérieur des terres, loin de l'eau qui monte. Torbjörn Tandquist est géologue. Il est venu montrer à sa fille les conséquences de la montée des eaux. Tu vois les maisons là-bas? Il y avait des gens avant. Ils y habitaient depuis très longtemps. Tu vois toute l'eau ici? Avant, c'était de la terre. Tu peux imaginer ça? Alors ce panneau était aussi sur la terre? Ouais, tu te rends compte, c'est terrible. Tu vois comment l'océan est en train de monter? Cette île est de plus en plus petite. Tous les ans, elle est plus petite. Ça veut dire que les gens vont être obligés d'aller vivre ailleurs? C'est ce qui arrive en ce moment. Beaucoup de gens vont être obligés de déménager. Pour ce géologue, l'île de Jean-Charles illustre ce qui arrive à toute la Louisiane. Elle coule. Les deltas ont tendance à s'affaisser parce que le sédiment, c'est mou. C'est pourquoi le niveau de l'eau monte plus rapidement dans les deltas que dans d'autres endroits sur les côtes. Ajoutez à cela, l'océan monte comme ailleurs dans le monde. C'est pourquoi le changement climatique se fait sentir ici plus tôt que partout ailleurs dans le monde. Vu du ciel, on prend toute la mesure du problème. Charles Ammons voit chaque jour le paysage de Louisiane changer sous les ailes de son Cessna. Avec l'affaissement du sol et la montée des eaux, la mer envahit peu à peu les marais. En Louisiane, l'équivalent de la surface d'un terrain de foot disparaît dans l'océan toutes les heures.
Vous voyez ici ces bandes de terre. On appelle ça des terrasses. Ils construisent ça pour éviter l'érosion, mais aussi pour retenir des sédiments quand les marées montent et descendent. Ils essaient de recréer du sol. C'est ce que vous voyez ici. Et regardez, quelqu'un travaille en dessous. Des moyens dérisoires face à l'ampleur du problème. Il faut pourtant sauver les marais. Ils jouent un rôle essentiel. Ils ralentissent la vitesse des ouragans fréquents dans la région. Vous voyez ici, c'est l'île de Jean-Charles. Mais pour l'île de Jean-Charles, ces travaux sont inutiles. Ici, la montée des eaux et la violence des ouragans ont eu des conséquences irréversibles. Albert Naquin, le chef de la communauté de l'île de Jean-Charles, en a été victime. Un ouragan a détruit sa maison. Il habite aujourd'hui à l'intérieur des terres, mais il revient presque tous les jours sur son île. Cette île est particulière pour nous. Chaque fois que je viens, je me souviens à quel point c'était génial de vivre ici. Je me sens comme si j'avais perdu quelque chose. Quand il vient, il rend visite aux derniers habitants vivant encore sur l'île. La maison natale de chef Albert était au bout de cette route. On pourrait aller plus loin, mais on se retrouverait tout boueux et mouillé. Je suppose que vous voyez tous la montée des eaux. Ici, c'était notre allée de garage entre ces deux panneaux. La maison était là-bas, derrière le deuxième buisson d'herbe. Ici, le long de la barrière, il y avait le garage. Là, un atelier. Là, il y avait un arbre. Et un enclos pour nos vaches. Et un poulailler derrière la maison. De l'eau et de la boue, c'est tout ce qu'il reste. Après chaque ouragan, c'est une famille de plus qui s'en va. Voir sa tribu se disperser, c'est une souffrance de plus pour Albert. Ces images ont été tournées à quelques kilomètres de l'île de Jean-Charles pendant le dernier ouragan, Isaac. Il a balayé la Louisiane en 2012. Isaac, Liliana, Isidore, Katrina, Rita, Gustave, Ike. Derrière ces prénoms se cachent des tempêtes dévastatrices. Aujourd'hui, l'île de Jean-Charles n'est plus que l'ombre d'elle-même. Albert Naquin l'a compris depuis longtemps, l'île est condamnée. S'il veut un jour réunir sa tribu, ce sera ailleurs. Ce que nous essayons de faire en quittant cette île, c'est de retrouver notre culture communautaire. La culture est morte ici. Nous n'avons plus que 25 familles ici sur l'île. Et nous avons 200 ou 300 familles éparpillées que nous voulons réunir pour raviver notre culture. Je sais que si nous restons ici, nous allons tout perdre. On doit partir de toute façon. Parmi ceux qui vivent encore ici, la mémoire vivante de l'île. Venceslas Biot, l'aîné tribal, 90 ans. Lui et sa femme ont toujours vécu ici. Tu vois l'île ici, l'île était toujours grande, 1932, tu vois. C'était toujours grand ici, 1932. Et la gare ici, là, 2010, il n'y a plus grand-chose. Donc, ça fait... Ouais, il a longtemps passé ça. Ouais, longtemps. Voilà à quoi ressemblait l'île du temps de sa jeunesse. Il fallait que je pagaille pour aller à l'école. Mais en ce temps, c'est tout right. Tout est bon. Oh, ouais. Un petit paradis,
Les habitants vivaient en autarcie, en harmonie avec la nature. Oh, on faisait la fête de pêche dans le vieux temps. Ça attrapait les chevrettes avec les éperviers. Ça c'était avant que les bateaux commencent à troller. Il n'y en a presque plus des chevrettes. Pas comme dans le vieux temps. De leur terrasse, Venceslas Bio et sa femme regardent leur île disparaître. Ils savent que le prochain ouragan peut tout balayer. Ouais, elle s'est fait du mauvais temps, d'un ouragan. Peut-être qu'il faudra s'en aller d'ici. Un peu d'espoir, c'est ce que va leur apporter Christina Peterson. Christina aide les communautés victimes de la montée des eaux et des ouragans. Grâce à l'aide de dizaines d'experts bénévoles de son ONG Lowlander Center, ils ont élaboré un projet ambitieux de déménagement. Lowlander Center essaie de travailler avec les communautés, avec leur savoir, leur expérience, et essaie de faire en sorte que l'on puisse reproduire ce système ailleurs. En janvier 2016, le secrétariat américain au logement a débloqué des fonds. $1 milliard pour venir en aide aux familles déjà touchées par la montée des eaux sur tout le territoire américain. Un des objectifs de ce projet de relocalisation est de servir de modèle aux petites communautés qui vivent dans des zones concernées par la montée des eaux, pour anticiper les conditions de relocalisation dans un futur proche. Et pour le déménagement des habitants de l'île de Jean-Charles, le secrétariat au logement leur a accordé $48 millions. Christina Peterson a travaillé pendant des années sur ce programme. Elle a tout prévu. Cette partie devant sera réservée au commerce. Là, il y aura une clinique, une école, un centre culturel, un musée et une grande étendue pour les loisirs. Et ici, un espace pour les réunions tribales. Il y a donc une relation entre la façon dont ils vivent, mangent, communient. C'est une prise en compte globale pour le bien-être des gens. Mais tout n'est pas si simple. Il faut du temps. Les autorités en manquent, il y a urgence. Le nombre de réfugiés climatiques aux États-Unis va augmenter, et rapidement. D'après les prévisions, les scientifiques annoncent d'ici 2050 une montée des eaux le long des côtes américaines de 1,80 m. Dans ce cas, 13 millions de personnes devront déménager. En obtenant ces $48 millions, les Indiens de l'île de Jean-Charles sont devenus officiellement les premiers réfugiés climatiques américains. C'est un événement, le pays reconnaît enfin être concerné par le réchauffement de la planète. En attendant, sur l'île de Jean-Charles, la vie continue. Christophe Brunet n'est pas encore prêt à revêtir le costume de premier réfugié climatique américain. Ça va peut-être mouiller. Avec son neveu et sa nièce, ils habitent ensemble dans cette maison sur pilotis, à la merci des éléments. Si tu es dans le sud de la Louisiane, les ouragans, ça va avec ça. Si tu restes dans les bas de bayou, les ouragans, la marée haute, ça va avec tout ça. Malgré les conditions de vie de plus en plus difficiles, Christophe a du mal à imaginer sa vie ailleurs. J'ai pris ma décision de faire partie du projet de relocalisation. Mais en attendant, ma vie continue ici. Et pour être honnête avec vous, mes bagages ne sont pas encore faits. Je sais qu'il parle d'un emplacement, mais tant que ce n'est pas sûr, tant qu'il n'y a pas eu un coup de tampon pour approuver ce lieu, je ne suis pas sûr de ce qu'il peut se passer. C'est pourquoi mes bagages ne sont pas faits. Tant que je ne sais pas où on va aller. Les maisons ne sont même pas encore construites. Donc, tant que ces deux problèmes ne sont pas réglés, je ne sais pas.
À 51 ans, Christophe pensait pouvoir finir ses jours ici. Il voit lui aussi son île mourir à petit feu. Juliette et Howard sont heureux ici. Après l'école, c'est un rituel, ils viennent pêcher dans le bayou. Howard a compris que leur départ n'était qu'une question de temps. Les ouragans ont joué un grand rôle et ont causé beaucoup de destruction. Quand j'irai là-bas, j'aurai peut-être 18 ans, mais ce sera très différent d'ici, j'en suis sûr. Je ne reverrai sûrement pas un endroit comme celui-ci. Juliette, elle, pense à son avenir. Sa décision est prise. Oui, je vais le faire. Peut-être que mon oncle pourra finir ses jours ici, mais je ne pourrai pas finir mes jours ici. J'adorerais rester ici, mais je sais que ça ne durera pas. Quand j'irai ailleurs, je serai libre. Autant j'aimerais rester ici parce que c'est tellement beau, mais je dois penser à quand je serai plus âgée, où je vais vivre. Juliette est lucide. Elle sait qu'elle, Howard et Christophe n'ont plus d'avenir ici. Cette route est tout un symbole. Elle relie l'île de Jean-Charles au reste du monde. Les jours de tempête, le bus scolaire ne peut plus passer. Et en cas d'urgence, le médecin non plus. Les autorités ont prévenu si le prochain ouragan endommage la route, ils ne dépenseront plus $1 pour la réparer. Cette route a été construite en 1952. En même temps sont arrivés l'eau courante, l'électricité, le téléphone. L'anglais a remplacé le français. C'est chic de parler anglais. Elle va à l'école et toutes les autres petites filles parlent anglais, alors c'est plus chic de parler anglais que de parler français. Les habitants de l'île sont passés en 10 ans de la pirogue au rêve américain. À cette époque, en Louisiane, c'est la ruée vers l'or noir. L'industrie pétrolière a besoin de main-d'œuvre. Les Indiens sont les seuls à résister aux conditions de travail difficiles dans les marais, dans la chaleur et l'humidité. Le pétrole a apporté progrès et développement, mais il est aussi en grande partie responsable de la destruction des bayous. C'est tout le paradoxe de la Louisiane. John Berry est professeur à l'université de Tulane, à la Nouvelle-Orléans. Il étudie depuis des années les problèmes environnementaux liés à l'industrie pétrolière. Depuis 1972, pour chaque kilomètre de pipeline, ce sont 11 hectares qui sont détruits. Et il y a des centaines de kilomètres de pipeline. Les dégâts causés par les canaux sont encore plus graves. Et il y a des milliers de kilomètres de canaux. Ces grandes lignes droites au milieu des marais, ce sont des canaux creusés pour acheminer hommes et matériel sur les lieux de forage. Par ces canaux, l'eau de mer s'est engouffrée, bouleversant le fragile écosystème de ces terres humides. Petit à petit, le sel a tué toute la végétation. La terre n'est plus protégée, lessivée par les marées et les ouragans. Des panneaux comme celui-ci, il y en a partout. Ils indiquent l'emplacement des pipelines. Il y a 4000 installations pétrolières le long des côtes. Elles rapportent chaque année $1,5 milliard de taxes à l'État de Louisiane. Ici, 70% de la population vit grâce à l'industrie pétrolière. D'un côté, l'industrie du pétrole et du gaz fournit du travail à beaucoup de gens. Et d'un autre côté, ils savent qu'ils vont peut-être perdre leur maison rapidement si rien n'est fait. Tout le monde sait que l'industrie est une partie du problème. Pas tout le problème, mais une partie du problème. Les habitants vont dans les marais, ils chassent, ils pêchent, ils habitent ici. Ils peuvent voir les dommages que ces canaux ont faits. Pas seulement comparé il y a 20 ans, mais comparé il y a seulement quelques mois. Il existe une loi en Louisiane qui stipule qu'une fois l'exploitation d'un puits terminée, les lieux doivent être remis en état. Elle n'est pas respectée.
Malgré nos multiples demandes d'interview, aucun responsable de l'industrie pétrolière n'a accepté de nous répondre. À la Nouvelle-Orléans, dans le quartier des affaires, se trouve la Whitney National Bank. Elle finance les pétroliers. Son ancien directeur accepte de s'exprimer. Selon lui, la législation est trop ancienne et inapplicable. Tout cela s'est passé il y a bien longtemps, il y a 50, 60 ans. Qui l'a fait? Dieu seul sait combien de sociétés l'appliquent. Certaines sociétés appartenaient à d'autres et ont changé de main, peut-être 5 ou 6 fois. Je ne sais pas si certaines l'ont respecté et d'autres pas, mais je peux vous le dire honnêtement, que ça vous plaise ou non de l'entendre. Je ne suis pas en train de parler du matériel abandonné, mais ce vers quoi ce statut nous emmenait, c'était pouvoir laisser du matériel et répandre du pétrole dans la région. Ce statut est appliqué quand cela est nécessaire, mais les sociétés ne l'ont pas respecté. John Berry, lui, accuse les industriels de ne pas prendre leurs responsabilités. Je pense que les industriels, ils ne veulent pas l'admettre, mais ils le concèdent, ont joué un rôle. Le problème, c'est quand vous leur demandez de payer pour la restauration, ils ne veulent pas dépenser un centime. Au nom de la rentabilité, l'industrie pétrolière a fait des impasses sur l'environnement et sur la sécurité des plateformes pétrolières. Le 20 avril 2010, c'est la catastrophe. La plateforme Deep Horizon explose, 11 morts. Pendant 3 mois, chaque jour, 1 million de litres de pétrole se répand dans le golfe du Mexique. C'est la plus grande marée noire de l'histoire des États-Unis. Pour faire disparaître la nappe de pétrole, BP, propriétaire de la plateforme, va employer les grands moyens. Pulvériser un dispersant chimique, le Corexit, à grande échelle. L'effet est radical. Le pétrole coule au fond de l'océan, mais ce mélange Corexit-pétrole se révèle extrêmement toxique pour la faune marine. Toxique aussi pour les oiseaux qui s'en nourrissent. Les marais de Louisiane sont une escale pour 75% des oiseaux migrateurs de la planète. Selon P.J. Hahn, directeur de la zone côtière à l'époque de la marée noire, tout l'équilibre écologique de la Louisiane est affecté. Il a suivi de près un groupe d'îles, les Cat Islands, gravement polluées par le pétrole. Tragiquement, pendant la marée noire, les Cat Islands ont été recouvertes de pétrole pendant la nidification. Ça a commencé par tuer la mangrove. Et quand les mangroves meurent, les racines meurent aussi. Et ce sont ces racines qui retiennent le sol. Alors quand elles meurent, le sol disparaît. Sur plusieurs années, P.J. Hahn a filmé la lente dégradation des Cat Islands. En 2011, un an après la marée noire, les mangroves ont presque déjà disparu. En 2012, les îles sont tellement dégradées que la vie de ces jeunes pélicans est menacée. En février 2016, végétation et pélicans ont disparu. Pendant toute cette période, ces îles de 2 ou 3 hectares abritaient de nombreuses plantes. C'était aussi des lieux de reproduction pour les pélicans. Elles ont été recouvertes d'eau en 3 ans. Vous pouvez vous rendre compte de la rapidité de la disparition des îles. Et ça, c'est à cause du pétrole. Voilà ce qu'il en reste aujourd'hui. À l'université de Tulane à la Nouvelle-Orléans, Andy Horowitz enseigne l'histoire de la Louisiane. C'est un spécialiste des catastrophes qui ont touché la région. Ce que vous voyez, c'est ce que la Louisiane a perdu entre 1932 et 2000. 5179 km² rayés de la carte. Selon les scientifiques, en 2050, 4 millions de personnes devront quitter le sud de la Louisiane.
Les désastres nous captivent comme des éléments clés. On voit les inondations qui arrivent en 2 jours. On voit les tempêtes qui arrivent en 12 heures. C'est fascinant et terrifiant à la fois. Et on est attiré par ça en tant qu'observateur. Mais en Louisiane, on constate que ce sont des instants spécifiques d'un problème structurel de plus grande ampleur. On coule. Des gens disent que les côtes de Louisiane coulent. Je ne suis pas d'accord avec cette conception, car ça limite le problème. C'est toute l'Amérique qui coule. Toutes les communautés autour du monde coulent. Des centaines de millions de personnes font face au problème de la montée des eaux. Ces instants précis dramatisent la menace qui pèse sur ces communautés. Tout ça pour dire que savoir que ces inondations, ces tempêtes que votre communauté a subies, cela fait partie d'un problème plus large qui fait que le monde est moins sûr. C'est simplement bouleversant. Earl Armstrong est éleveur de bétail. C'est un cow-boy. Mais pour se déplacer sur ces terres, il a dû troquer son cheval contre un airboat. Earl habite à Plaquemine Parish, près de l'embouchure du Mississippi. Cette région montre les mêmes stigmates que l'île de Jean-Charles. Les marais ne sont plus aujourd'hui que de vastes étendues d'eau salée. Vous voyez, ici c'était des bayous. Et c'était des marais. Et ces arbres-là bordaient le bayou. Earl a un rêve, sauver la Louisiane. Selon lui, les digues le long du Mississippi sont à l'origine du problème. Construites en 1930, elles protègent les populations des inondations. Mais elles bloquent les sédiments et les empêchent de se déposer au fond des marais. En 2003, quand les ingénieurs décident d'ouvrir une brèche pour chasser l'eau de mer avec de l'eau douce, Earl est plein d'espoir. Quand ils ont ouvert la digue, l'eau est sortie avec beaucoup trop de force et ça a lessivé toute la baie. Le résultat est contraire aux prévisions. Les sédiments sont emportés au large. Earl propose alors aux ingénieurs de créer une île artificielle pour ralentir le courant et permettre aux sédiments de se déposer autour. Voilà le résultat. Tout ce que vous voyez ici, c'est du sédiment, du sable. Là où l'herbe pousse, et là-bas, tous ces endroits étaient sous 2 mètres d'eau. Et si vous descendez maintenant, vous allez voir. En fait, c'est un peu plus profond que je pensais. Le rêve d'Earl se réalise. Des îles, des marais, des oiseaux. Le paysage de son enfance refait surface. Cette île s'est construite toute seule, avec les sédiments du Mississippi. Derrière cette petite île, une autre s'est formée, puis une autre encore. Quelques hectares regagnés sur la mer. Là, nous marchions à un endroit qui était à presque 2 mètres de profondeur. C'était à cette profondeur il y a 10 ans. Et maintenant, vous voyez, la végétation a poussé. Ça marche, ça se fait tout seul, pendant qu'on dort. Et en plus, c'est gratuit. Je crois que c'est un bon investissement pour le delta. J'ai la sensation d'aider les gens, ici et là-bas. Et ça, j'en suis très fier. Une victoire. Earl a sauvé un morceau de Louisiane. J'aurais voulu vivre assez longtemps pour voir à quoi ça va ressembler. C'est mes enfants qui le verront. Sauver ce qu'il reste de la Louisiane. C'est l'objectif visé par le gouvernement en créant l'autorité de protection et de restauration des côtes. Nous sommes en train de rouler sur un nouveau territoire des États-Unis en ce moment.
recréer du territoire. C'est le job de Brent Haas. Voilà à quoi ça ressemblait avant. Il est fier de nous montrer son GPS. D'après celui-ci, nous roulons dans l'eau. Ici, sur ce chantier, on reconstruit 56 hectares avec du sable et des sédiments, aspirés au fond du Mississippi et injectés dans ce tuyau. Il mesure des kilomètres. Le sédiment sur lequel nous roulons a été pompé dans le fleuve. Il vient du Canada, du Grand Ouest, des grandes plaines des États-Unis. Peut-être que nous roulons en ce moment sur du sable qui vient des montagnes rocheuses et qui a voyagé dans les rivières puis le fleuve jusqu'en Louisiane. L'autorité de restauration des côtes prévoit la reconstruction de 735 hectares au total. De la boue qui vaut de l'or, 165 millions de dollars. C'est le coût de l'opération. On pompe le sédiment du Mississippi qui est à peu près à 20 km. Il a coulé dans ce pipeline et ici c'est la sortie. C'est situé dans une zone qui va aider à la protection contre les ouragans pour des villes comme Myrtle Grove, Alliance et même la Nouvelle-Orléans. C'est une course contre la montre. Pendant qu'il restaure ici, la dégradation se poursuit ailleurs. Pour quelques hectares arrachés à la montée des eaux, des centaines d'autres disparaissent un peu plus loin en Louisiane. On ne pourra jamais reconstruire ce qu'on a perdu. Ce n'est pas réaliste. Mais ce que l'on a fait, c'est estimer les fonds disponibles pour faire le meilleur travail possible. Notre plan gouvernemental va durer 50 ans et le plan général va coûter 50 milliards de dollars. Un plan à 50 milliards destiné à protéger les populations des ouragans et de la montée des eaux. Destiné surtout à protéger l'industrie pétrolière, elle aussi menacée, comme ici, à Port-Fourchon. Ces installations portuaires ont coûté des milliards de dollars. 90% du pétrole offshore et 20% du pétrole et du gaz consommés par les Américains passent par ici. Avec l'érosion des marais et la montée des eaux, le port est aujourd'hui isolé du continent. Seul lien avec la terre ferme, la Highway 1, une route ou plutôt une suite de ponts sur une distance de 43 km. Cette route arrive à Galliano, ville stratégique pour l'industrie pétrolière. Comme on le voit sur cette carte, Galliano est cernée par les eaux. Elle est au-dessous du niveau de la mer. Mais une digue a été construite pour protéger les employés du port, ainsi qu'un important site de stockage de pétrole et de gaz. La digue de Galliano protège la ville. Sans elle, ses 8000 habitants auraient les pieds dans l'eau. Wendell Curol est le directeur de l'organisme en charge de la construction et de l'entretien des digues. Vous voyez l'eau qui rentre. Regardez le bateau qui remonte. C'est à cause de la différence de niveau. Grâce aux taxes générées par l'industrie pétrolière, la ville de Galliano a pu se payer ses installations à 500 millions de dollars. On va construire la digue aussi haut qu'on peut se le payer. Et s'il y a une inondation, que ça n'arrive pas trop souvent et que notre communauté peut absorber le coût, qu'on continue à créer de la richesse, alors on sera encore là. L'eau continue de monter. Cette digue de 5,50 m de haut ne suffira bientôt plus à protéger la ville. Vous construisez aussi haut que vous pouvez vous le payer. Et quand vous ne pouvez plus, vous partez. C'est ça la réalité. Si Galliano a pu s'offrir une digue à 500 millions, ce n'est pas le cas de toutes les communautés en Louisiane. Peu d'habitants, pas d'industrie, pas de taxes à prélever, le pragmatisme américain a tranché, l'île de Jean-Charles est sacrifiée. On ne dirait pas, mais cet homme marche sur la digue de l'île de Jean-Charles. Aucune comparaison possible avec celle de Galliano.
Nous sommes sur une petite digue sur l'île de Jean-Charles. Une digue qui est à 1,50 m, 1,80 m au-dessus du niveau de la mer. C'est une des seules protections qu'a la communauté. Et les digues comme celle-ci sont trop petites pour résister aux tempêtes, aux grandes marées et aux puissants ouragans. Christophe Brunet le sait, l'île de Jean-Charles ne fait pas partie du plan. Sans protection digne de ce nom, sa maison sera sans doute détruite lors du prochain ouragan. Le système de drainage qui nous protège contre les marées hautes peut déborder. Il y avait une époque où même avec un ouragan de catégorie 1, dont me parlaient mes parents, l'eau ne serait pas arrivée jusqu'ici. Maintenant, un ouragan de catégorie 1, tu es sûr qu'il va falloir partir. Parce que s'il vient trop près de toi du côté est, tu dois partir. Depuis la disparition des marais, l'île de Jean-Charles est devenue trop vulnérable face aux tempêtes. Si vous regardez les analyses du plan de restauration, ce que vous trouvez, c'est que vous pouvez restaurer de larges zones de la côte, mais pas toutes. Et aujourd'hui, le choix est difficile à faire. Ça revient à se poser la délicate question. Quelle zone va être restaurée, quelle zone va être protégée, et quelle zone ne le sera pas? Si l'île de Jean-Charles a été sacrifiée, celle de Pointe-aux-Chiens, pourtant distante de seulement 2 km, fait partie des heureux élus. Elle est, elle aussi, peuplée par des Amérindiens. Plus d'habitants, quelques pêcheurs encore en activité, une marina qui attire quelques touristes, des éléments suffisants pour convaincre le gouvernement de sauver cette île. La digue qui la protège va être rehaussée. Insuffisant pour rassurer les habitants. Ils se sentent en sursis. Ce hangar sur pilotis abrite la maison tribale. C'est là où sont prises toutes les décisions qui concernent l'avenir de la tribu. Teresa Dardar en est la porte-parole. Son inquiétude, voir sa communauté se disperser et perdre les traditions qui se transmettent de génération en génération. Nous essayons de préserver notre héritage et notre culture. Alors, une fois par an, on organise des camps culturels pour enseigner aux enfants cette culture, parce qu'on a perdu beaucoup de nos traditions et on veut les retrouver. Un autre danger les guette, la disparition de leurs ressources alimentaires. Charles-Aymon Verdun, le chef de la communauté, et Paul, son ami de toujours, s'en inquiètent. Pour se nourrir, tous nourrir à l'homme avec la vache de pêche ou planter les jardins. Et vous avez peur de subir le même sort que l'île de Jean-Charles? Oui, et ça va arriver. Ça ne sera pas long. Ça ne sera pas long. Ils ont perdu leur potager, leurs vaches, mais ici la nourriture principale, ce sont les fruits de mer qu'ils partagent lors de repas communautaires. C'est seulement pour vous? Bien sûr, je me suis prévu de petit déjeuner pour ça. Mais cette ressource, vitale pour la communauté, elle aussi diminue gravement. Les hommes de la tribu sont principalement des pêcheurs. Avec la disparition de la crevette, ils vont se retrouver sans emploi. Ça prend des bottes, des grandes arbres. Teresa et son mari, Donald, résistent encore. Oh, gars, il est. Je savais qu'il était avec le cheval. Donald est pêcheur depuis toujours. Avec ses amis, après la pêche, il venait déguster du crabe et des crevettes au bord du bayou. Aujourd'hui, l'ambiance n'est plus la même. Trois, 4 fois par semaine, on mangeait des crabes. Il n'a plus de crabes. Avant ça, il avait plein de crabes qu'il pouvait faire ça et vendre et faire une bonne vie comme homme. Et là, c'est ça qu'il attrape, il faut qu'il va.
Quand il prend la barre, Donald ne sait pas s'il va pouvoir rembourser le gasoil. Autrefois, la tribu vivait confortablement de la pêche à la crevette. Cette activité n'est plus rentable. Ils ne sont plus qu'une trentaine de pêcheurs à Pointe-aux-Chiens. De nombreux bateaux rouillent le long des quais. Avec l'entrée de l'eau de mer dans les bayous, la crevette se fait plus rare. La marée noire de 2010 leur a porté le coup de grâce. Avant 2010, il y avait beaucoup de crevettes. Mais depuis la marée noire, je ne sais pas si c'est à cause de cela, mais ce n'est vraiment plus comme ça devrait être. Malgré la pollution au pétrole, le gouvernement autorise des campagnes de pêche. À l'époque, Donald s'interroge sur la qualité des crevettes qu'il retire de ses filets. Je ne pensais pas que la crevette était consommable, parce qu'on a appris que les gens étaient malades, ceux qui travaillaient sur la marée noire. Donc dans mon esprit, je ne pouvais pas croire que la crevette était sûre, mais les gens qui testaient la crevette disaient qu'il n'y avait pas de problème. J'espérais qu'ils avaient raison. Donald avait raison de s'inquiéter. Des pêcheurs ont trouvé dans leurs filets des crevettes sans yeux, avec des tumeurs, et des crabes à 3 pinces. Le gouvernement à l'époque conseillait pudiquement aux pêcheurs d'échelonner leur consommation de fruits de mer. Concernant le pétrole, c'est lui le responsable de l'arrivée de l'eau salée. Et ça a tout foutu en l'air. Tout ce qui arrive ici va affecter notre avenir. À cause de la montée des eaux, les crevettes ne viennent plus se reproduire dans les bayous. Quand les filets remontent, c'est l'amertume pour Donald. Ça suffit juste pour manger. Pas assez si tu as très faim. Comparé au passé, avant, quand on pêchait dans le bayou, on pêchait probablement 100 kilos en une fois. Maintenant, ce n'est plus autant. 10 kilos tout au plus. De quoi se nourrir à peine quelques jours. Je ne vais pas abandonner. Donald n'est pas résigné même si ses prises ont été divisées par 10 depuis la marée noire. Si la crevette disparaît complètement, il faudra trouver du travail ailleurs et partir en ville. Houma est une petite bourgade du sud de la Louisiane, à 50 km à l'intérieur des terres. Là sont venus s'installer ceux qui ont quitté les îles et les bayous pour refaire leur vie. C'est dans ce quartier modeste en périphérie de la ville qu'est venue s'installer Chantelle en 2008. Elle est porte-parole de la tribu de l'île de Jean-Charles. C'est une Naquin, comme le chef Albert. Elle attend avec impatience le jour où elle va rejoindre sa tribu avec son mari et ses enfants. Le projet de relocalisation est pour elle un immense espoir. En attendant, elle éduque ses enfants dans la droite ligne de la tradition familiale. Et ça commence par le français. Okay. You want to count for me? Yeah. Okay, you count first. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. What about you? I'm going to count to 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faith et Elijah n'ont jamais vécu sur l'île de Jean-Charles. Ils savent que bientôt, ils ne pourront plus y retourner. Qu'est-ce que ça te fait de savoir que l'île va disparaître? Je suis très triste. Pourquoi? Parce que j'aime l'île. Je sais, maman aussi. Et toute ma famille va quitter l'île. Oui, c'est pour ça que nous essayons de déménager pour un nouvel endroit. Nous allons les aider à partir. Oui, comme ça ils seront en sécurité. Oui, ça va être bien. Chantelle voudrait bien voir un jour ses enfants vivre au sein de la tribu. Ne plus se sentir isolée dans cette banlieue triste de Houma. Mon seul souhait pour la communauté, c'est d'avoir cette sensation de chez soi. On va essayer de ramener des plantes de l'île dans l'autre endroit.
Ce sont ces petites choses qui font que l'on se sent de nouveau chez soi. C'est un long processus. On sait qu'on veut bien le faire dès la première fois et s'assurer qu'on a un plan qu'on peut transmettre à d'autres personnes et dont on sait qu'il fonctionne. Un défi pour Chantelle et sa communauté. Ils sont les premiers, ils souhaitent servir d'exemple et que leur expérience profite à d'autres. C'est pour parler de leur avenir que le chef Albert a rassemblé les membres de la tribu. C'est la réunion la plus importante depuis 2 siècles. Chantelle et les autres attendent des nouvelles de la relocalisation. Ils veulent savoir quand et où ils vont pouvoir partir pour refonder leur communauté. 4 générations à déplacer sur un nouveau territoire. Comme dans toutes les familles, ils se racontent des anecdotes, se passent des vieux films. Celui-ci a été tourné il y a 50 ans par la télévision française. Oh, c'est moi là. C'est moi au milieu. That's Demir, that's his daddy. And yours? Oh, this tree's mine too. Oh, look at daddy. Mais derrière la bonne humeur générale se cache une profonde tristesse. Le chef Albert devait annoncer le déménagement imminent de la tribu. Mais l'argent n'a toujours pas été versé. La raison pour laquelle je n'ai pas annoncé la relocalisation, c'est parce qu'on ne sait pas où et quand. Je ne veux pas leur donner de faux espoirs pour ensuite redescendre à zéro. Je ne suis pas fier de ça parce que je pensais avoir des réponses à leur donner. Tous s'inquiètent pour ceux qui sont restés sur l'île, en danger. Chaque fois qu'ils disent quelque chose, ils font le contraire. On va en marche arrière. Ça ne va pas dans la bonne direction. Je ne pense pas qu'on va bouger avant l'année prochaine. C'est même sûr. C'est pas pour tout de suite. La mauvaise nouvelle est d'autant plus décevante pour Chantelle, qui a travaillé si longtemps sur ce projet. C'est frustrant d'attendre. Du point de vue du planning et toute l'organisation qui va autour, c'est frustrant d'attendre autant de choses, comme attendre l'argent et des choses comme ça. C'est frustrant. À 3/4 d'heure de voiture de l'île de Jean-Charles, le terrain proposé par le gouvernement. Ici, c'est l'extrémité de la propriété. Ça commence là, on est au bord. La terre promise de la tribu n'est encore qu'un champ de canne à sucre de 120 hectares. Difficile d'imaginer leur installation prochaine ici. Il y aura des sentiers, des routes, des maisons, des prairies et plein d'animaux. Peut-être même des bisons. L'argent attendu du gouvernement ne va financer qu'une première phase du projet. Elle ne concerne que le déménagement des familles qui habitent encore sur l'île de Jean-Charles. Les autres familles, comme celle de Chantelle, devront encore attendre. Je ne ferai pas partie de la première phase du projet. Je vais devoir attendre probablement encore 5 ou 10 ans avant de venir ici, parce que je vis dans une zone sûre. Mais de savoir que ma famille sera en sécurité et que je vais pouvoir venir les voir ici, c'est mieux. Il faudra au moins 2 ans pour débloquer l'argent, acheter le terrain, construire les premières habitations et la maison tribale. Tu entends le bruit du vent dans les cannes à sucre? Bientôt, j'espère, on entendra le son des tambours, des jeux d'enfants, des gens qui vont prendre en charge cet endroit.
et nous aider à raviver notre culture. Let the land help us rejuvenate our culture. It's like a maze in there. C'est comme un labyrinthe. À ce jour, le terrain n'appartient toujours pas officiellement à la tribu. Combien de temps encore avant qu'ils ne prennent possession de leur terre promise? Seule certitude aujourd'hui, les habitants de l'île de Jean-Charles vont devoir quitter leur terre natale. Pour Christophe Brunet, hibou estropié, pour le chef Albert, bison blanc, pour Howard et Juliette, la jeune génération, pour Venceslas, l'aîné tribal, et toutes les tribus voisines, les dés sont jetés. Leur sort préfigure ce qui va arriver ailleurs, sur la planète. Les gens ne pensent qu'à eux-mêmes. La plupart des gens ne pensent qu'à eux-mêmes. La plupart ne croient pas au changement climatique. Ils le nient. Ils ne croient pas à la montée des eaux. Ils le voient, mais ne veulent pas le croire. Donc ils nient ce qui se passe. Nous, on voit que c'est en train de se produire. Selon l'ONU, si rien n'est fait, d'ici 2050, ce sont 250 millions d'êtres humains qui devront quitter leur foyer à cause du réchauffement climatique.